Bonsoir. Alors, c'est la 6e séance du séminaire, une séance importante pour nous, sentimentalement et je l'espère intellectuellement, puisqu'elle est consacrée à la Chine et qu'elle sera un peu particulière par rapport aux précédentes, parce qu'il sera présenté. Ce sont les commencements seulement, hein. Nous rentrons à peine du 2e voyage en Chine, le début du travail photographique de Georges Dupin, mon associé, qui était en retrait jusque-là et dont enfin on va pouvoir voir les beaux clichés. Hein. Et de ce point de vue-là, c'est important. Et puis nous avons un invité qui nous a fait le plaisir d'être avec nous alors même qu'il rentre d'Asie centrale. Il est arrivé il n'y a même pas 48 heures, hein. Jean-Paul Loub, qui en deuxième partie discutera d'un cas particulier d'Ordos, enfin s'il retrouve sa voix, on verra, d'Ordos, où il y a un des blobs les plus fameux. Alors, pour ce qui est de la Chine, eh bien, c'est en quelque sorte dans la logique du séminaire, puisque finalement, la géographie nous a conduits vers l'Est, en passant depuis l'Europe, la dernière fois, jusqu'à la Corée et Singapour, c'est-à-dire, en gros, les dragons, avec l'idée que cette architecture, définie informatiquement, se prêtait très bien pour signifier un nouvel état de la ville et de l'économie, c'est-à-dire l'émergence depuis une économie purement manufacturière de base vers de la production à haute valeur ajoutée et l'entrée dans la haute technologie. C'est-à-dire qu'en gros, l'émergence de Samsung comme rival d'Apple et les blobs qui poussent en Corée ont quelque chose à voir. La télécommande est ici. Et on était donc arrivé là, avec malgré tout un rapport entre le blob et la ville créative, à partir des théories de Richard Florida, qui a non seulement théorisé l'idée de classe créative, c'est-à-dire de ces artistes, ingénieurs, inventeurs, etc., qui seraient les moteurs de la nouvelle économie, mais qui a également théorisé la ville créative, c'est-à-dire la ville à même d'attirer cette classe motrice, voire de la retenir pour un développement local. Avec l'idée donc que les pays émergents dans la nouvelle économie, finalement, étaient amenés à bâtir des villes pour leurs ingénieurs et sublimant en quelque sorte la nouvelle technologie sous la culture, en mêlant invention et créativité en un seul contexte. Alors, naturellement, la question de la Chine était apparue dès ce moment-là, parce que la Chine, d'une part, avait énormément de blobs, c'est vraiment le pays où on en voit dans presque toute grande ville, hein, et parce que la Chine se prêtait difficilement justement à la lecture par les dragons. Hein, elle n'a pas le même développement que Singapour ou que la Corée du Sud. Vous savez comment se passe le boom économique chinois. Ça commence à partir de 1978 avec l'ouverture des zones économiques spéciales qui permettent aux capitaux étrangers d'entrer sur le territoire et de rencontrer le prolétariat chinois migrant depuis l'ensemble de la Chine vers ces zones économiques spéciales. 1978, c'est donc assez tardif par rapport à la production manufacturière de la Corée, et ça laisse très peu de temps pour le bond depuis l'image qu'on a traditionnelle de la Chine, l'atelier du monde, vers la Chine, au contraire, à la pointe des nouvelles technologies et de la production à haute valeur ajoutée. On voit que, par exemple, j'ai mentionné tout à l'heure Samsung, Huawei, hein, les téléphones Huawei sont en train de faire une percée et sont en train de rattraper Samsung et Apple sur le marché mondial. Mais enfin, ça fait une transition depuis la première phase de développement vers la deuxième, très très brève. À tel point que l'on pouvait se demander si l'émergence de toutes ces villes se voulant créatives répondait véritablement au développement en cours de l'économie chinoise et des villes chinoises, ou si c'était un pari sur l'avenir.
une manière de catalyser l'avenir, d'appeler les capitaux, de leur donner un contexte, ou du moins une image de contexte favorable et désirable. D'accord ? Avec l'idée que l'architecture n'est pas seulement le reflet d'une condition économique et sociale, mais qu'elle est un pari, qu'elle est un investissement qui peut rapporter énormément à partir de là. Donc on a fait avec Georges ce double voyage en Chine. Vous voyez qu'on a couvert en gros 15 très grosses villes. Il n'y a pas tous les points intermédiaires ici, il n'y a pas les petites villes. On les voit mieux ici, à la recherche, en quelque sorte, de ces nouvelles architectures et de ces nouvelles urbanités. Donc vous avez vous avez la côte en quelque sorte, vous avez le deuxième rayon, et ça ne va pas jusqu'au troisième rayon dans lequel les capitaux sont en train d'arriver, Chengdu, Chongqing, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de blob encore. On a vendu un blob de Zaha Hadid pendant 10 ans à Chengdu, mais il n'a jamais été construit. Donc on n'allait pas photographier quand même du terrain vide. Alors là, on se retrouvait quand même dans une situation un peu délicate, parce que les villes chinoises, c'est grand, nous ne sommes pas sinologues, ni l'un ni l'autre. Il y avait une sorte de défi, avec évidemment une vraie difficulté. On est parti quand même presque 50 jours, donc c'est pas absolument minime, mais on ne pouvait pas prétendre comprendre la ville chinoise. Alors, une des solutions a été apportée par le fait que le blob nous renvoyait presque immédiatement vers les nouveaux centres-villes en cours de création. Et qu'à partir de là, on passait à des types de villes dans la ville, et même à quelque chose, non pas qui serait la ville chinoise, mais qui serait l'image de la ville chinoise, ou plutôt l'image que la ville chinoise veut renvoyer d'elle. C'est-à-dire une image construite de ville idéale au cœur des grandes métropoles qui sont en train de passer d'atelier du monde à ville créative. Et là, en travaillant là-dessus, il faut bien dire qu'on trouvait quelque chose comme un endroit où notre intervention pouvait se faire et pouvait même peut-être apporter quelque chose. En effet, si je reprends les grands classiques sur la ville chinoise, c'est-à-dire ceux qui sont passés un peu au-delà du milieu spécialisé sur l'urbanisme chinois pour toucher les architectes et les autres, et que je prends par exemple celui très fameux fait par les élèves de Colas à Harvard sur la ville chinoise, eh bien, il faut bien noter une chose, c'est qu'en 2001, aucun des bâtiments que nous avons visités n'existait. Et que la description de la ville chinoise par Colas, c'est en gros des superstructures, des blocs de ville, des usines, de l'habitat, mais qu'il n'y a pas encore d'études possibles sur une monumentalisation de la ville. Et que ces nouveaux centres-villes monumentaux vont rester à l'écart de toute une littérature pourtant très abondante sur la littérature chinoise. Si je prends le livre très intéressant de Jean-François Doulet aux éditions B2, c'est de 2013. Mais sur la symbolique et l'esthétique des centres-villes, il se contente de dire qu'il y a de larges avenues et que c'est très monumental. Ça prend en gros 6 lignes sur un bouquin de plus de 100 pages. Et la couverture ne renvoie pas exactement à la production d'une image idéalisée de la ville créative. Et si je vais vers ce livre que personnellement j'aime beaucoup, The Concrete Dragon par Campanella, eh bien c'est pareil, 2008, on va le voir, c'est une date un peu pivot, et en fait, il n'y a pas la plupart des centres-villes que nous avons vus et que je vais tenter de vous décrire, au moins pour certains d'entre eux. Un signe, c'est que, alors que les 2 livres, finalement, décrivent l'étalement urbain comme enfer de la ville et perte de tout sens, perte de toute figure, ils lui opposent la même figure compensatoire, celle des parcs à thème chinois, qui ont fleuri un peu partout sur le sous-continent, avec soit des monuments anciens chinois réunis, soit les parcs à thème avec les monuments du monde. The World, il y a des très beaux films chinois là-dessus aussi. Et en 2008, on en est toujours à opposer ça. Or, ce que nous avons vu, nous, c'est une image compensatoire qui était dans la ville, qui n'était pas un parc à thème séparé, payant, avec des grillages, c'était un bout de ville qui prétendait être la ville. Une sorte de ville synecdoque. La partie pour le tout, et qui rayonnait d'une sorte d'utopie urbaine, à même de faire oublier pour un moment l'étoulement urbain que nous traversions depuis les gares ou les aéroports.
Et cette question de l'image de la ville, il faut bien dire qu'on y a toujours été confronté très directement. Prenons l'exemple, par exemple, de Hangzhou. Alors, je vais le dire en pseudo-chinois et en vrai français, donc ça s'écrit Hangzhou, hein, pour que tout le monde reconnaisse, c'est un peu à l'ouest de Shanghai, d'accord? Et on a construit dans le nouveau centre-ville une boule dorée. Bon, Hangzhou, c'est quand même la ville du plus beau lac traditionnel chinois. C'est la ville de Wangshu, c'est-à-dire le génie architectural le plus éminent du pays. Mais on a décidé de faire ça. C'est dramatique. C'est Carlos Hott, celui qui a fait l'Opéra Bastille. Là, c'est encore pire parce que ça peut même pas être confondu avec du Richard Meyer. Et quand on se recule un petit peu, malgré tout, et qu'on attend 1 heure ou 2, on se retrouve devant ce spectacle-ci. La boule se transforme en boule de discothèque, tout à fait flamboyante, et à droite, le théâtre est surligné, il rentre en contact avec les immeubles qui le poursuivent, vous avez le bâtiment civique au milieu, vous avez une sorte de grande discothèque au cœur de la ville, pas forcément du meilleur goût, mais en tout cas très attractive, c'est du rock en pleine ville, d'accord ? Remarquez que c'est le paysage de la ville créative, puisque vous avez là un centre de convention pour les affaires doublé d'un hôtel de luxe, et en face le théâtre qui lui donne sa petite touche culturelle. Mais l'objet auquel il faut faire attention, en fait, il n'est pas visible. C'est celui sur lequel vous êtes pour voir ça. Parce qu'en fait, vous ne voyez ça que parce que vous vous êtes reculé et parce que vous vous êtes légèrement élevé, c'est-à-dire parce que vous êtes monté sur cette promenade aménagée. À l'intérieur, il y a toute une série de restaurants. En dessous, il y a un centre commercial. En dessous, ici, il y a une autoroute. Tout est organisé. Vous voyez les autres personnes qui font la promenade. Vous profitez de ce mouvement urbain et vous avez la ville qui vous est offerte comme spectacle. Et quand vous arrivez au bout de la promenade, que voyez-vous? Vous êtes au-dessus du fleuve déjà et vous voyez ceci, merveilleux stade en pétales de tulipes roses que les amoureux apprécient forcément. Hein, le spectacle se prolonge bien au-delà de ce que vous pouvez parcourir, parce que là, c'est quand même à des kilomètres hein, pour y aller en taxi, parce qu'à pied, c'est totalement impossible. Vous avez donc non seulement la mise en place d'un spectacle, mais si vous y pensez, avec cette promenade aménagée, un point de vue qui a été créé, qui a été construit. Et toutes les villes que nous avons parcourues avaient construit ce point de vue depuis lequel elles voulaient être saisies. Par exemple, pour la grande place de Shenzhen, ou Shenzhen, comme vous voudrez, vous avez une petite colline au bout avec un observatoire qui vous permet de profiter du spectacle. On va y revenir. Par exemple, à Guangzhou, Canton, vous avez la Canton Tower qui vous fait monter à quelque chose comme 400 mètres et à partir duquel vous voyez là, Zhejiang New City, le nouveau quartier construit à ses pieds. Et c'est tellement bien qu'en haut, vous avez même des petites boules qui tournent autour. Donc vous êtes suspendu dans les airs en quelque sorte et vous profitez, je vois que certains ont déjà le vertige, hein, comme certains parmi nous à l'époque d'ailleurs, et vous pouvez profiter du dessin de la ville en dessous de vous. Et puis, si vous allez à Dalian, donc là, on est plutôt à l'est de Pékin. Eh bien, vous avez la place qui se dit la place la plus grande du monde. Et puis, tout en bout, vous arrivez en fait sur une vague de béton où les gens profitent d'une sorte de motricité ludique, c'est très agréable. Comme ça monte progressivement, vous ne risquez pas de basculer parce qu'à un moment, ça demande beaucoup d'efforts pour continuer à monter. Les gens profitent de leur coprésence et profitent du spectacle de la place et du spectacle de l'infrastructure magnifique qui est derrière le pont. Et c'est évidemment le lieu de tous les selfies. Un dernier exemple peut-être, parce qu'il est quand même particulièrement remarquable, à Changsha. Ça vient d'être achevé, ça n'était pas encore ouvert parce qu'il y a des tests de sécurité à faire. Une double spirale qui permet aux gens de monter et de redescendre, de se voir monter et redescendre, de profiter de leur mouvement et d'avoir le panorama sur la totalité du bout de ville qui a été construit sur le lac. Et ce bout de ville se centre sur ce bâtiment. Vous ne le voyez pas, c'est normal, il est tout petit. Hein ? En fait, c'est ça.
gigantesque centre construit par Zaha Hadid avec plusieurs bâtiments concomitants, hein, tous exhibant leur conception informatique et leur forme quasi aquatique. Parce que ce qu'il faut bien dire maintenant, c'est qu'au pied de tous ces postes d'observation, il y a soit une boule, soit un blob. C'est-à-dire que le blob fait définitivement partie de la nouvelle typologie des centres-villes chinois. Et bien sûr qu'il y en a qui n'en ont pas, c'est possible. Mais c'est un élément presque imposé. Et ça s'est joué, on a presque une date assez précise, hein, ça s'est joué en gros en 2008. 2008, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de Pékin. Je vous rappelle que la Chine gagne l'organisation des Jeux Olympiques en 2001, et qu'entre 2001 et 2008, elle construit 3 bâtiments iconiques majeurs, la CCTV, fuck the context, but the context fucks you at the end, le stade Herzog et de Meuron, associé à Ai Weiwei, et l'opéra d'Andreux. 3 bâtiments qui exhibent leur conception par informatique. Impossible de faire des structures comme la CCTV si vous n'avez pas des calculs informatiques délirants. Même chose pour la structure du stade. Et ici, c'est même les pièces qui sont toutes inégales et qui doivent donc être découpées à partir de calculs informatiques. Et puis, qui exhibent cette informatique dans un système de réseau. On a construit le stade où se joue l'événement. La télé, la CCTV, c'est la télé chinoise qui va retransmettre l'événement. Et le 3e bâtiment, c'est entièrement dédié au théâtre et à la fiction, à l'opéra. On est bien en train de construire une ville du spectacle au cœur de la ville. Et remarquez-le bien, on fait appel à 3 architectes étrangers. C'est-à-dire qu'on construit l'équivalent des zones économiques spéciales, on fait des zones architecturales spéciales dans lesquelles on fait venir le savoir-faire architectural et les idées architecturales pour faire valoir la ville comme on avait fait venir les capitaux à Shenzhen et dans les autres zones économiques spéciales. Alors là, les architectes ont leur préférence parmi ces bâtiments. Hein, j'ai vu des sourcils se froncer quand on est arrivé à Andreux alors que le Colas suscite souvent admiration. Mais quand on prend leur position dans la ville, c'est pas du tout ce qui se produit. Tout simplement parce que le stade est sur le 4e périphérique de Pékin, c'est très loin, il y a un métro, mais enfin c'est très loin. La CCTV est sur le 3e, et elle n'est pas juste à côté du métro, alors que l'opéra d'Andreux a été construit juste à côté de Tiananmen. Entre lui et Tiananmen, il y a le Parlement, il jouxte le Parlement. C'est-à-dire qu'il complète le dispositif urbain le plus symbolique de Pékin et de toute la Chine. Et c'est là qu'on a fait une zone architecturale spéciale. Et le bâtiment d'Andreux, il dit ça. Il dit zone architecturale spéciale. Parce qu'il ne compose pas avec son contexte. D'abord, il est dédié, il y a une grande salle dédiée à l'opéra européen, pour lequel, franchement, le public à Pékin reste à former, et pour laquelle il y a même à faire venir beaucoup d'orchestres. C'est pas qu'on joue tous les soirs là-dedans. Ou on y joue Mamma Mia de temps en temps. Deuxièmement, esthétiquement, il ne compose pas du tout avec le néo-stalinisme du Parlement ou des autres bâtiments. C'est une sorte d'ovni dans la ville. Hein ? Troisièmement, il ne rentre même pas en contact physique parce que vous ne rentrez pas là-dedans. Il y a de l'eau tout autour, c'est une île. Pour rentrer, vous devez trouver une porte dérobée. Personnellement, la première fois, j'ai mis longtemps à la trouver, mais je ne suis peut-être pas doué, hein. D'un fort mauvais goût, il faut bien le dire, mais tout à fait stupéfiante. Vous rentrez par en dessous de l'eau et vous ressortez au milieu de la bulle, totalement coupé de la ville réelle. Zone architecturale spéciale, zone extraterrestre, mais une bulle sur une île, zone utopique. Vous avez une sorte d'utopie. Là où Colas avait privilégié le porte-à-faux, le risque, le danger. Là où Herzog et de Meuron ont fait une structure piranhésienne et ont usé de béton brut. Vous avez ici une forme protectrice, transparente, lisse, où la technologie se fond dans la pure ligne. C'est intéressant, vous avez une communauté idéale qui est dessinée là, la communauté mondialisée, la communauté du spectacle.
Et d'ailleurs, c'est un œuf. Alors c'est amusant parce qu'ils ont fait un stade nid, ils ont fait un opéra œuf. On a beaucoup travaillé sur ces formes de protection dans la mondialisation. On en a une là, parfaite. Et on peut même penser à l'œuf cosmologique chinois, hein, avant que le ciel et la terre ne se séparent, avant que le yin et le yang ne se séparent. Vous voyez, le blanc et le noir, c'est d'autant plus prégnant qu'il y a des petites étoiles qui s'allument sur la partie sombre le soir. C'est très joli, hein, c'est très saillant. C'est le monde avant la dispersion, avant la séparation des choses. C'est vraiment l'unité première, protectrice. Alors évidemment, c'est l'unité de ceux qui sont dans le monde de la fiction. Andreu l'a dit clairement. Quand vous passez sous l'eau, vous rentrez dans le monde de la fiction. Il entendait par là l'opéra que vous allez voir. Mais en fait, la vraie fiction, elle n'est pas là. La fiction, c'est celle du bâtiment. C'est celle d'une communauté idéale, mondiale, où l'extraterrestre est venu se poser, la mondialisation est venue se poser au plein cœur de Pékin, mais Pékin a fini par englober la totalité réunifiée du monde. Et si vous êtes séduit par ce bâtiment, si vous en faites un monument national, eh bien, finalement, vous avez inscrit une communauté idéale de spectacle au cœur de votre ville. Alors, si l'on en croit à ce genre d'affirmation, on comprend le devenir de tout cela. La CCTV de Colas, le stade, sont dans d'innombrables représentations affiches, partout en Chine. Mais Andreu a un destin chinois fabuleux. C'est un architecte d'État en Chine. Toutes les grandes villes lui ont commandé des bâtiments. Chengdu, Jinan, on en a vu à Shanghai, on aurait pu en voir à Guangzhou, c'est partout. Et il a sa tête en grand dans les stations de chemin de fer chinois ou sur les immeubles de Nankin. Il se fait de la publicité à taille d'immeuble en Chine, Andreu. Parce que son modèle a marché, a voulu dire quelque chose. Hein, et ce qui s'est passé, c'est pas seulement la gloire d'Andreu lui-même, c'est le modèle qui a fait plein de petits, qui a fait tous ces petits blobs. Et tous les blobs qu'on va voir ont un lien avec l'œuf cosmologique d'Andreu, c'est-à-dire avec un bâtiment mythe. Et j'entends par mythe ce qu'entendait Lévi-Strauss. Une manière de régler dans l'imaginaire et par l'imaginaire des contradictions qu'on ne peut pas régler dans le réel. Entre le capitalisme et le socialisme, entre l'ouverture et la fermeture, entre la transparence et l'obscurité du Parlement, qui est juste à côté. On a créé des petits mythes partout, qui intégraient positivement la mondialisation au cœur des villes de Chine. Et de ce point de vue-là, il n'y avait pas besoin que ce soit un opéra. Toute communauté de spectacle était bonne. Dès que les gens sont réunis autour d'une fiction, autour d'un mythe, ça allait. Par exemple, à Tianjin, on a construit un stade. Vous voyez, il est représenté comme ça, il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Andreu. Hein, c'est une bulle sur une île, avec du yin et du yang. C'est fait par des Japonais, à Sato, c'est en même temps. Ça prouve bien que la forme avait une vraie prégnance et une véritable efficace. Alors quand vous y allez, c'est un peu plus rude. C'est-à-dire que l'Andreu est très bien entretenu et celui-ci, c'est rude. Il est très mal entretenu malgré tout, hein. Mais il faut dire qu'il est assez perdu dans Tianjin. Il est très loin du centre-ville. Visiblement, on a entendu polariser ou revitaliser un quartier avec lui au cœur, en faire le monument. Sauf que le mur où on a vu l'affiche tout à l'heure et l'autoroute devant, eh ben en fait, le coupe totalement d'une partie de la ville. De l'autre côté, vous avez une autoroute suspendue, vous pouvez passer en dessous, mais c'est pas nécessairement agréable. Et du troisième côté, vous avez des terrains de sport à l'infini, tous grillagés, vous passez pas non plus. Il n'y a pas eu de lien entre le monument mythologique et la ville qui l'accueillait. Et donc le monument dépérit. Ou alors la ville le rejoint de la manière la plus violente, c'est-à-dire qu'on a incrusté sous la coque assez élégante des Japonais une sorte de club de nuit postmoderne dans lequel vous avez des gros sièges rococo dorés. C'est quelque chose d'assez infernal. À défaut de rejoindre la ville l'a rejointe de la manière la plus violente. Là, il y a quelque chose malgré tout comme un échec du monument mythologique de ce point de vue. Ce qui prouve bien que l'architecture est une dimension qui ne suffit pas. Qu'il faut encore que ce monument s'intègre dans la ville, qu'il fasse ville. Vous ne pouvez pas, avec un seul monument, faire une image de ville idéale.
Et là aussi, la position de l'œuvre d'Andreu a été déterminante et a pu servir de paradigme. Pourquoi? Parce qu'il était intégré à un modèle chinois bien connu, la place maoïste, qui avait fait ses preuves. Et, de fait, on va retrouver beaucoup de blobs sur les grandes places à la chinoise. Alors, par exemple, allons à Shenzhen. Le blob est là. Je le dis parce que ce n'est pas évident et il n'est pas certain que ce soit tout à fait un blob. On va en reparler. C'est un musée d'art contemporain qui n'a pas encore ouvert, de Copy-Melblau. Et à droite, derrière les arbres, vous avez l'opéra d'Isozaki. Très beau. Et puis vous avez la grande place, vous avez le centre civique, c'est la vague bleue. Mais attention, c'est un centre civique pour une de ces parties. Pour l'autre, c'est un musée des techniques un peu vide, comme la plupart des musées de ces grandes villes. Et vous voyez que ça ne répond pas du tout au schéma de Tiananmen. Parce qu'en fait, la vague fait la transition, elle ne bloque pas les choses comme le Parlement ou la cité interdite, elle fait la transition vers quoi? Vers le monument qui va, lui, finir la place, qui est le centre d'exposition et de convention. Quand on y était, il y avait des expositions sur les derniers produits informatiques. C'est-à-dire qu'en gros, la vague, la ville, assez minimisée, assez enjolivée, en fait, fait le lien entre la culture et les affaires. Elle institue la ville créative. Et à droite, elle est cachée, parce qu'elle est au deuxième rang de Context Fuxio, la bourse de Colas, qu'on voit très peu, alors qu'elle est très vendue sur image. Vous avez la bourse, la convention, les grands hôtels à gauche et la culture, pour que tout cela ait l'air d'une ville créative. On n'est pas vraiment à Tiananmen. Et d'ailleurs, si vous allez de l'autre côté, c'est-à-dire sur le centre de convention, et je dis bien sûr, parce qu'évidemment, ils ont aménagé au premier étage, ou peut-être même 2e, 3e étage, toute une promenade qui vous permet de jouir à nouveau de la place. C'est un deuxième point de vue sur la place. Vous avez ce spectacle extraordinaire de la nature qui est entrée en ville. Vous ne voyez devant vous que de la nature. Ça, c'est assez sublime, et c'est un truc digne des plus grands jardins anglais. Parce qu'en fait, comment c'est fait? Tout simplement parce que la colline sur laquelle nous étions tout à l'heure, derrière la vague, cache la ville qui est entre elle et les 2 dernières collines, qui elle-même cache un monceau de ville derrière. Si vous regardez satellite, on est au niveau de la flèche violette, il y a de la ville partout au nord. Mais on a fait un jardin anglais où le centre-ville, c'est encore mieux que Central Park. C'est de la nature qui part à l'infini. Et c'est important. Parce qu'évidemment, ça rentre dans l'idée des villes écologiques. Je dis bien l'idée, l'image des villes écologiques qui aujourd'hui se vendent magnifiquement. Mais aussi parce qu'en opposant aussi frontalement, aussi directement ville et nature, vous requalifiez la ville en tant que telle. Vous n'êtes plus dans du sprawl urbain, dans l'étalement urbain. Vous êtes dans une distinction bien claire, symboliquement bien nette. Et d'ailleurs, en Chine, la frontière entre la ville et la campagne est souvent très nette, parce que comme on procède par gros blocs d'immeubles, en fait, vous avez, c'est frappant pour nous, vous passez directement dans la campagne. Sauf que, comme on rajoute des gros blocs d'immeubles à peu près tous les ans, cette frontière se déplace et devient de plus en plus loin. Et c'est-à-dire que l'habitant du centre n'est pas confronté à cette frontière. Or, qu'est-ce qu'on lui a remis en centre-ville? Cette frontière symbolique ville-campagne, qui fait de la ville là où il n'y aurait que de l'étalement urbain. C'est génial. Et c'est à nouveau du théâtre. Parce que les arbres que vous voyez, tous ces arbres-là, sont plantés sur du premier étage. En dessous, vous avez un centre commercial. Un grand centre commercial, sur tout le rez-de-chaussée, tout le sous-sol. En fait, on est quand même bien loin de la place maoïste où on pouvait mettre les gens en rang pour faire de beaux défilés militaires. Vous ne pouvez pas faire un défilé ici, vous l'avez remarqué. C'est fini la place maoïste. Vous avez la place écologiste et la place qui mêle les affaires et la consommation. Vous le devinez grâce à ces enseignes qui sont ici. Et puis quand vous avez fini les souterrains du centre commercial, vous arrivez dans les... Alors, une chose quand même sur la ville idéale, c'est celle qu'on voit sur toutes les affiches en Chine. On voit perpétuellement des affiches avec un premier plan vert et un deuxième plan vertical, mais perpétuellement. Ça, c'est un souterrain à Pékin, ça, c'est un chantier, vous voyez la ville idéale au fond à droite, ça, c'est une pub pour des boissons de thé, vous voyez la ville idéale à gauche, et on en a plein, je pourrais vous en montrer. C'est l'idée de ville.
Et on l'a réalisé en plein cœur de Shenzhen, tout en faisant un centre commercial. Ça, c'est remarquable. Alors évidemment, ensuite, ça va vers les espaces de transport, puisque vous passez directement en sous-sol du centre commercial vers la gare. Et vous avez ces espaces infinis, sans aspérité, totalement réfléchissants. C'est l'horreur du déplacement sous la nature retrouvée. C'est assez saisissant le contraste entre les types d'espaces qu'on a à quelques mètres de différence. Alors que fait le blob là-dedans? Et est-ce même un blob? Pas vraiment, hein. C'est plutôt des volumes encastrés, mal encastrés, c'est très violent, on a l'impression que tout ça s'entrechoque. Alors vous vous souvenez, peut-être, pour ceux qui étaient là aux premières séances, la fonction blob, elle prend des volumes et elle les unifie dans un tout lisse. Bon là, même moi, je n'arrive pas à dire que c'est unifié dans un tout lisse, mais par contre, quand on rentre dans le bâtiment, on trouve le blob. Il est en plein cœur. C'est un œuf ou un nuage, dit Scott Pummelblau. En fait, ça dépend du point de vue que vous adoptez. Et remarquez que toutes les formes contradictoires viennent s'y réfléchir. C'est l'œuf d'Andreu, avant la séparation des formes. C'est une sorte de premier monde ultra protecteur au cœur du bâtiment. Et là, il faut dire qu'il y a quelque chose comme du génie architectural. Là où Andreu posait un mythe tout de go, où pas grand-chose ne s'y confrontait, Scott Pummelblau joue dans une tension permanente entre hétérogénéité, fragmentation et reprise dans l'œuf primordial. Et évidemment, c'est tout à fait Shenzhen, parce que Shenzhen, je vous l'ai dit, n'est faite que de la rencontre entre les migrations et les déplacements des ouvriers qui viennent de toute la Chine et des capitaux qui viennent du monde entier. Elle ne peut que rêver cette figure unificatrice-là. Alors si on passe, on remonte un petit peu au nord et on va vers Guangzhou, on s'aperçoit que la place centrale, ça s'appelle Xinjiang New City, si je ne me trompe pas. C'est un nouveau quartier, hein, entièrement. C'est fait autour d'une place, et vous voyez que le système est le même. À nouveau très loin de la place maoïste, sous-sol, le centre commercial, ça s'appelle Mall of the World, excusez du peu, hein, et en haut, place arborée, et vous avez remarqué, là, il n'y a plus aucun signe de pouvoir régional, étatique ou autre. Le signe le plus visible, c'est là-haut, IFC, hein, International Finance Center. Vous avez le lien, et au pied, enfin, au-dessus de l'International Finance Center qui occupe les premiers étages, vous avez l'hôtel de luxe, naturellement, pour les gens qui sont là-dedans. Et puis, au pied, vous avez l'opéra de Zahadid, la culture et la finance, la nature et le commerce, tout ça réduit dans cette espèce de place idéale. Alors, je m'étais moqué il y a deux, trois séances de cette publicité du Grand Hyatt qui fait apparaître la place comme ça. Ça m'intéressait beaucoup parce que je l'ai décrit à l'époque comme une place vaginale, c'est-à-dire une place très accueillante, vous protégeant, mais je me demandais quand même comment on pouvait vendre pour des gens sur Booking une image qui ressemblait plus à un rendu qu'à une vue véritable. Et je me demandais même comment l'on pourrait véritablement saisir cette forme-là, avec tous les arbres qui semblaient être ici. Eh bien, quelle n'a pas été notre surprise de voir la forme vaginale de la place. Pourquoi? Parce qu'elle avait été soulignée au sol par un éclairage LED lumineux, ce qui fait que vous percevez perpétuellement, d'en haut, la forme de la place. Et que, quand même, on est allé au Grand Hyatt, c'est pas qu'on y est dormi, mais on est quand même allé dans le hall d'enregistrement. Ben, c'est bien au-delà de la publicité. Et vous voyez que le type qui travaille à son ordinateur pour faire les enregistrements, il est réellement pris dans un rendu. C'est une ville qui associe une place, pardon. Mais vous voyez, j'ai fait une image de ville, j'ai fait une synecdoque. C'est une place qui associe parfaitement l'espace lumineux du rendu informatique à l'espace naturel, protecteur et maternel. C'est une sorte d'utopie qui relie l'immémorial avec le dernier cri technologique. C'est Tron, c'est le monde de Tron que j'ai présenté il y a quelques séances, ou, pour l'association de la technologie et de la nature, c'est Avatar. Et d'ailleurs, dans les arbres, en bas, ils ont suspendu des néons de couleur, comme dans les arbres sacrés d'Avatar. C'est une sorte d'utopie parfaite de nature technologisée ou de technologie naturelle.
Et là, le blob, il se sent comme chez lui. Il a été vendu par Zaha Hadid comme des galets près du fleuve. Une sorte de chose très naturelle. Et en même temps, il a des formes telles qu'elles ne peuvent être que conçues par informatique. Il joue lui-même de l'utopie entre la technologie et l'immémorial. Et de fait, quand vous y allez, vous êtes surpris parce qu'il n'est pas très accueillant. Il est un peu rude. Et il est un peu rude notamment parce qu'il a du mal à prendre forme. Vous avez beaucoup de mal à lui donner une forme, à lui donner une figure, à comprendre quoi que ce soit. Vous avez un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui a été dessiné sur un volume plié, et puis on a découpé et déplié le volume. Et vous avez des choses qui reviennent, vous voyez bien que ça devrait faire un ensemble, mais ça ne le fait pas. Vous voyez les fenêtres, vous voyez bien qu'elles se répondent, mais en quoi elles se répondent ? Il y a des figures de requins comme ça un peu partout, mais vous voyez jamais de requin quand même, ou jamais de baleine alors qu'elle pourrait être là. Et en fait, pour voir quelque chose, il faut monter. Et là, vous commencez à voir quelque chose. Vous commencez à voir les galets. On a fait mieux comme galets, mais pourquoi pas. Et vous commencez à voir également que si la peau du blob était faite de petits triangles qui permettaient de numériser les courbes, eh bien le bâtiment lui-même est un origami de grands triangles. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, à toutes ces échelles, il joue sur la saisie numérique du volume. Vous voyez, on pourrait avoir un bâtiment pixelisé. Là, on a un bâtiment, je ne sais pas trop comment dire, je vais dire triangulisé, mais c'est-à-dire un volume en cours de saisie. Comme si Zaha Hadid avait moins joué sur la figuration que sur l'exhibition du médium et de ce qu'il fait. C'est assez fascinant comme niveau d'architecture. C'est quand même un peu supérieur à certains mythes urbains que l'on rencontre par ailleurs en Chine. Et puis vous le voyez, quand vous êtes en haut, vous retrouvez aussi l'endreux. Vous retrouvez aussi deux formes qui finalement semblent pouvoir se raccommoder, le blanc et le noir, le jour et la nuit, le yin et le yang. Un peu plus violent que chez Andreu quand même, parce que le noir est quand même en train d'éventrer littéralement le blanc, mais cette violence n'est pas malvenue, pour le point de vue. Parce que d'où vous voyez ça ? Du bar du Four Seasons, au-dessus de l'International Finance Center. Et là, dire qu'un peu d'agressivité et de violence entre dans l'ordre du monde et permet son harmonie par la loi des marchés, c'est pas malvenu. C'est quand même un beau bâtiment néolibéral, ça. Il fait tout ce qu'il faut. Alors, quand vous avez vu ça, et nous on les a vus tardivement, mais on a compris quand même que vous avez une sorte d'horizon, une sorte d'échelle à partir de laquelle toutes les autres places vont se situer plus ou moins bien. Mais là, c'est vraiment des aboutissements complets. Et quand vous allez à Ordos, je ne vais pas m'y arrêter parce qu'on va en parler avec Jean-Paul Loub tout à l'heure, mais vous avez le sentiment que c'est pas tout à fait aussi réussi. Et vous voyez les éclairages, c'est une sorte de go-go dancer, un peu fatigué, fin de soirée. Il vous fait encore de l'œil, mais franchement, il n'y croit déjà plus. Prenons un autre exemple, puisque nous parlerons d'Ordos plus tard, Datong. Datong, c'est à l'ouest de Pékin. Les touristes y passent parce que c'est sur le chemin des grands Bouddhas, des Bouddhas géants magnifiques dans des grottes. Et c'est une ville minière. Grande industrie minière, énormément de mines de charbon tout autour de la ville. Donc c'est une ville ruinée écologiquement, naturellement, et ruinée économiquement à partir des années 90-2000. Et là, le maire a une idée géniale, encore, tout à fait chinoise. Il va faire de sa ville un pôle touristique. Et notamment, il va reconstruire toute une muraille Ming, les plans ne sont pas très précis, ceux qu'ils exhibent dans le musée, de 7 km quand même, presque 20 mètres de hauteur, tout en béton naturellement, recouvert de briques. Il fait un centre touristique, et à côté, il a l'idée de faire une grande esplanade. Une grande place comme les autres. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette place, elle est régressive. Pourquoi ? Parce que déjà, elle est centrée sur le pouvoir politique. Le bâtiment, là, au centre, c'est le pouvoir régional. Ça se voit, c'est le seul qui ne danse pas. C'est le seul qui est très sérieux. Et c'est le seul qui a véritablement la vue, puisqu'il permet une vue en hauteur. La vue ici, elle est réservée au pouvoir. Elle est contrôlée par le pouvoir. Ne rêvez pas de magasins en sous-sol, il n'y a rien. Vous avez du mal à trouver un café dans un endroit comme ça. Et c'est un peu normal, d'ailleurs. On est totalement en dehors de la ville.
Il avait tellement d'audace, ce Mercy, qu'il a pensé que sa ville allait se dédoubler et qu'il a fait ça carrément en symétrie avec le centre-ville. C'est très malin, mais en attendant, ça ne marche pas. Si vous vous retournez... Alors, j'ai oublié de préciser les architectes, parce qu'il n'a pas le mauvais goût d'Ordos, celui-ci. Hein. Là où vous ne voyez pas, il y a une pyramide noire de Foster. Là, il y a un blob d'Isozaki. Et là, il y a une bibliothèque de Preston Scott Cohen. 3 beaux bâtiments. Très franchement, vous avez une sorte de campus architectural magnifique, totalement désert. Et quand vous vous retournez, vous avez un beau kilomètre de verger, mais très bas, qui permettent à la vue de se poursuivre. Et vous voyez des stades blobs bleus par Populus, très beaux. Donc ils vous attirent, vous y allez, vous êtes forcément enchanté. Vous avez quand même 4 blobs bleus devant vous. Et vous arrivez. Alors voilà le Isozaki d'un peu plus près. Et quand vous arrivez sur les blobs bleus, ils sont dans cet état-là. Ils sont sur un terrain vague, ils n'ont jamais été terminés, ils sont en ruine avant d'être terminés. La dégradation des lieux est absolument abominable par rapport au travail architectural qui a été investi, et c'est la même chose pour l'Isozaki. Magnifique structure, c'est vraiment très très beau ça, et en même temps, totalement abandonné, il n'y a plus d'ouvriers qui y travaillent. Le lieu deviendra-t-il quelque chose ou non ? Encore une fois, l'idée que j'ai développée la dernière fois, c'est qu'on ne s'inscrit pas volontairement dans les réseaux. On ne peut pas tout faire tout seul. Mais ce que ça souligne pour nous, c'est qu'il est à Paris. Le maire a parié. Sa ville était en ruine, de toute façon, il a parié. Et pour l'instant, le pari est raté. La ville n'est plus seulement ruinée, elle est endettée pour des décennies. On finira jamais certainement ça avant très longtemps. C'est le pari de l'architecture. Si ça avait marché, il attirait le tourisme. La muraille commence à attirer des touristes. On voit déjà, moi j'y suis allé à 4 ans de différence, on voit déjà un peu plus de monde sur la muraille, même si c'est encore très cher pour y monter. Mais vous voyez qu'il a un problème d'inscription dans les réseaux. Aller à Datong, c'est pas comme aller à Tianjin, ça se fait pas en train rapide, hein, c'est plus compliqué. Il a un problème de transfert économique. Remarquez que le blob d'Isozaki a exactement la même fonction que Bilbao. Hein. C'est une ville désindustrialisée qui essaye de s'inventer un nouveau destin culturel ou dans la haute technologie. C'est un Bilbao qui a raté en Chine. Alors, faut-il que le blob soit nécessairement sur une place ? C'est quand même la question que vous vous posez tous, j'imagine. Eh bien non. Si je prends celui-ci, par exemple, il est intéressant. Déjà parce que ce n'est pas un bâtiment culturel, et c'est très rare, c'est une gare. C'est une gare à Tianjin, ou plutôt à Tianjin-Binai. C'est-à-dire que Tianjin est là, et on aménage là un tout nouveau quartier. C'est très intéressant. C'est la zone portuaire de Tianjin, la zone industrielle, où on voit encore quelques hauts fourneaux, et on a décidé de tout raser et de reconvertir ça en quartier d'affaires. Et donc ça, c'est la gare du quartier d'affaires en cours de construction. Et c'est une gare assez spéciale, parce qu'elle arrive directement de Pékin. Vous allez sauter Tianjin. C'est-à-dire que si vous allez de Tianjin à ce quartier-là en métro, c'est compliqué, vous aboutissez à des kilomètres de là, alors que si vous arrivez de Pékin, vous arrivez directement. Il y a une sorte de saut géographique, de déterritorialisation de l'endroit, hein, véritablement, qui se voit dans le côté absolument désert, parce que c'est en construction, mais aussi de science-fiction, et qui se voit encore plus quand vous descendez dans les entrailles de la gare, toujours ces espaces qui traversent toute la Chine, totalement lisses, et vous le voyez, bien protégé, malgré tout. Alors, c'est terrible, c'est la science-fiction dans ce qu'elle a de plus terrible, c'est la déconnexion, là c'est vraiment la zone architecturale spéciale, même si c'est un architecte chinois. Mais en fait, il suffit peut-être de vous reculer, de trouver le bon point de vue. Le bon point de vue, il est dans le jardin, qui a une petite colline, lui aussi, prévu dans le master plan de Somme. Somme a prévu de construire un jardin, une ville à la verticale, la ville idéale qu'on voit partout sur les affiches, et devant, un blob qui donne une petite touche culturelle et technologique à l'ensemble. Vous ne pouvez pas, à Binai, faire des bâtiments aussi exubérants qu'à Pudong, Shanghai, c'est pas possible. C'est beaucoup plus économique de faire un blob devant et de donner la note créative et culturelle à votre ensemble. Et d'ailleurs, le bâtiment-là, qui est un simili-blob, c'est un faux, hein, quand on s'approche, ça n'a rien à voir, il est sur l'eau. Vous allez avoir l'eau, lui et les bâtiments au-dessus. C'est la couverture, si je ne me trompe pas, du dernier Perspective chinoise. Elle est prise au fond, à droite.
Et remarquez qu'à Guangzhou, c'était un peu la même chose. En fait, vous aviez le fleuve, le stade d'ouverture des Jeux Olympiques, des Asian Games, et puis vous aviez le premier étage là, avec Hadith d'un côté et le musée du Guangdong de l'autre, et les tours. Donc c'est une idée, ça, qu'on pourrait requalifier la verticalité des immeubles en mettant du culturel devant, et que ça coûterait peut-être moins cher que de faire des immeubles trop exubérants. Prenons celui-ci, Shenyang, qui quand même vaut son pesant d'or. C'est une sorte de menhir couché à la verticale, entièrement en verre, c'est une agence allemande. Et vous voyez, c'est très bizarre, il est posé sur une sorte de plateforme qu'un architecte ayant un peu de goût trouverait particulièrement indélicate, voire maladroite, mais qui en fait est très très maligne, parce qu'elle relie le blob au circuit, au pont, à l'autoroute suspendue, etc. Et on voit dans un même lieu le paysage parcouru en tous sens et la bulle protectrice qui devient lanterne à la nuit tombée, même si franchement il n'y a pas assez d'éclairage pour donner véritablement un effet à hauteur de ville. Mais surtout, l'avoir posé sur une plateforme permet qu'il passe au-dessus des arbres. Et dans le métro, on vous montre ce que vous devez voir. Au cas où vous ne seriez pas allé du côté du stade, eh bien on vous montre de l'eau, premier plan blob, deuxième plan verticalité. L'image est complètement trafiquée, remarquez qu'il n'y a même pas de pont, et qu'évidemment, le blob n'est pas du tout à l'échelle. C'est pas grave. On vous a construit une image de ville vendable, désirable, pour les hommes d'affaires qui voudraient s'installer là. C'est un opéra dans lequel nous avons entendu des choses assez misérables. Le plus bel exemple, le Kop Himmelblau de Dalian. Dalian, c'est sur une sorte de presqu'île. Ils avaient pensé faire le centre de Dalian, ils avaient pensé faire une place olympique en plein milieu, et puis ils se sont dit non, c'était pas une bonne idée. Ils ont travaillé sur les fronts de mer. Et là, c'est un port désindustrialisé où on a tout rasé et où on installe une cité d'affaires. C'est-à-dire que ce dont on parlait la dernière fois, le passage d'une industrie à une autre, en Chine, on le voit sur le site. C'est encore parfaitement visible. Donc vous avez, tout naturellement, le grand hôtel derrière, et lui, c'est quand même un cas d'école, c'est un centre de convention internationale pour les hommes d'affaires qui a englobé un opéra. Dedans, il y a un opéra. Donc c'est la ville créative à lui tout seul. Et il fait panorama avec les tours qui sont derrière. Là aussi, c'est ce qu'on vous fait comprendre dans le métro, vous devez le voir de là. C'est-à-dire, vous devez le voir en gros depuis la mer. Hein. C'est un peu compliqué à prendre la photo, on ne l'a pas celle-ci, nous. Il faut être sur la mer, c'est-à-dire il faut être de l'étranger. C'est toujours le regard d'ailleurs, c'est toujours le regard mondialisé sur la ville qui importe là, hein, et qu'on reconstruit. Et vous voyez, Donggang by the Sea, a place of dreams, a romantic. Vous en parlerez avec Georges, hein, and trendy city, Dalian. On a construit quelque chose. Alors remarquez qu'il n'y a pas seulement que le point de vue qui est totalement extra-chinois. Le bâtiment est totalement extraterrestre. Il fait vraiment vaisseau posé sur la ville. Hein. Et vous avez un sentiment quand même d'irréalité un peu tout le temps. Et l'intérieur est très violent aussi. Vous êtes aspiré dans des spirales, etc. C'est à la fois très beau et très agressif. Et vous avez un seul moment de réconfort, et vous aurez compris quand c'est, et ben c'est la salle de spectacle, qui reprend une forme un peu arrondie, qui a une forme d'œil également, sous certains points de vue, hein, et qui va vous protéger de toutes les misères qu'on vous a faites. C'est-à-dire qu'en gros, on joue à nouveau sur la tension entre une ville hétérogène, violente, etc., et l'image protectrice. Alors évidemment, le problème d'un aménagement comme celui-ci, c'est que vous tombez quand même dans un irréalisme foncier, quoi. Vous avez des vaisseaux extraterrestres qui se posent un peu partout sur la Chine, hein, qui finalement ne prennent pas langue avec la ville. Vous basculez dans un monde de science-fiction, véritablement. Et là, c'est encore plus fort, parce que vous avez Vaux-le-Vicomte juste à côté. C'est à 200 mètres, quoi. C'est totalement incroyable. Remarquez que les deux bâtiments disent strictement la même chose, en fait. L'un dit, nous arrivons sur votre planète parce que vous êtes la Terre, hein, et autant il fait vaisseau extraterrestre de ce côté-là, autant de l'autre, vous voyez un dragon chinois qui s'élance pour conquérir le monde, hein, et celui-ci dit, vous êtes la Terre, vous avez les monuments du monde entier.
Les villes chinoises ont effectivement pris ces parcs à thème, mais en ont fait de la ville. Hein. Alors là, c'est quand même encore... moi, j'aime bien le bâtiment qui en ressort quand même, si on mêle les deux. Mais vous avez effectivement un parc à thème, une petite Venise. Alors on a pris une vue française, hein, puisque vous avez quand même le Louvre et le Doubs réunis, c'est assez rare. C'est la ville-monde. La ville mondialisée, c'est la ville-monde. C'est celle qui a absorbé le monde. C'est bien ce dont on disait avec Andreu. Ils accueillent l'extraterrestre, mais ils l'absorbent. Alors... vous voyez que là, tout devient complètement irréel. Vous avez une géographie irréelle, une temporalité irréelle. Le futur ne s'inscrit plus dans le présent, le passé non plus, c'est pas un passé chinois, il faut quand même bien le dire. Hein. C'est une ville totalement aliénée à elle-même. Comment vivre une ville comme celle-ci? Eh bien, en fait, vous avez un moyen, c'est d'en faire une ville de fête. Alors là, vous prenez la gondole, hein, vous faites le tour, c'est charmant. Vous avez des saucisses allemandes très bonnes à manger ensuite. C'est parfait. C'est de la fête foraine. Les grands quartiers d'affaires ont souvent un air de fête foraine. Et par exemple, quand vous regardez le blob éclairé la nuit, alors là, ça fait science-fiction. Hein, naturellement, c'est l'agression parfaite. Mais là, vous voyez qu'il commence à ressembler au petit colifichet qu'on vend devant. Et alors c'est amusant les gens qui jouent avec les colifichets, parce que vous pouvez la lire en deux sens, une image comme celle-ci. Les gens s'entourent d'objets de lumière pour rentrer dans le rendu, dans la ville virtuelle, dans la ville de Tron. Et en même temps, ils transforment la ville de Tron en fête foraine de mauvais aloi. Je veux dire, faire avec une architecture aussi belle quelque chose comme ça, la nuit tombée, il faut tout de même avoir de l'audace. Hein. Et cette fête foraine, elle est omniprésente. C'est ce qui permet de vivre l'aliénation de ces nouveaux centres sous un caractère apparemment joyeux et festif. Hein. Par exemple, regardez, c'est l'autre, c'est la plus grande place, c'est ce qui se termine par la vague, et d'ailleurs, nous sommes là actuellement couchés sur la plus haute partie de la vague pour prendre cette photo-ci. Le blob, de ce côté-là, c'est les petites lignes bleues, c'est une sorte de casquette, c'est un musée du coquillage, c'est quand même assez dramatique. En haut, à nouveau, blob, plus postmoderne, c'est un hôtel qui ressemble à Neuschwanstein ou à Disneyland, comme vous voudrez, mais vous voyez que de toute façon, le tout se retrouve pris dans les lumières de la fête foraine, le soir. C'est la ville Luna Park, complètement accomplie sur des surfaces vraiment remarquables. Hein. Alors ça, j'aime beaucoup. On est très proche de Tianjin Binai, la gare que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein. En gros, elle est sur la gauche à 1 kilomètre. Et toute la rive, c'est de la fête foraine. Et en face, vous voyez, vous avez un des blobs les plus étranges. Déjà parce qu'il passe derrière les bâtiments au lieu d'être devant, qu'il a un aileron de requin. C'est quand même un paysage tout à fait stupéfiant. C'est le double de la gare Binai, mais le double fête foraine, puisque, vous l'avez compris, c'est un parc océanique pour les enfants. C'est pour ça qu'il a l'aileron. Et ça donne quand même des paysages stupéfiants quand l'aileron surgit au milieu des villas postmodernes, hein, ou quand la gueule surgit. D'autant plus que ces villas postmodernes sont vides encore. Là, vous avez des spectacles à la De Chirico ou à la Willink tout à fait stupéfiants. Vous êtes dans du théâtre. Tous ces endroits ne sont que du théâtre. Et d'ailleurs, si je reviens à cette image-ci, vous l'avez certainement lu, comme nous l'avons lu quand nous étions sur l'autre rive, au niveau de la fête foraine. C'est-à-dire de l'eau, un quai et les villas postmodernes. Or, en fait, le mur que vous voyez ici, il est surélevé pour faire croire qu'il sert de base aux villas. Entre le mur et les villas, il y a un gigantesque terrain vague. Gigantesque chantier qui prend l'eau, où il y a des ouvriers, on ne peut pas dire que c'est abandonné, mais qui semblent en très mauvaise posture. Tout cela n'est que du théâtre totalement irréel. On travaillait sur l'image de ville, on en a eu. C'est assez stupéfiant. Alors, la dernière manière de récupérer cet irréalisme de la ville. Hein. Donc la première, c'est la fête foraine, omniprésente. Et la deuxième, c'est d'en faire un jardin. La ville chinoise est hantée par le jardin. J'espère ne pas dire trop de bêtises en disant que traditionnellement, l'espace de la ville et l'espace du jardin sont bien séparés dans la culture chinoise, qu'on se repose de l'orthogonalité de la ville dans les sinuosités du jardin. Mais vous voyez qu'ici, les tours de Zaha Hadid, elles prétendent faire montagne au cœur de la ville. Elles prétendent faire nature. Hein. Et la nuit, ça marche assez bien. Ils ont inventé un type d'éclairage parfait. Et Zaha Hadid
a un suivant là-dedans, un suiveur, ou enfin non, un héritier, un digne héritier d'ailleurs, MAD. Alors MAD, ça s'appelle Himalaya Center. C'est un encin. On va construire l'Himalaya juste à côté de la gare. C'est beau hein, comme maquette. En plus, c'est rose, c'est transparent. Remarquez que sur le plan, enfin sur son site, il a quand même rajouté l'autoroute urbaine qui est à côté, qui évidemment était absent de la maquette, et qu'il a rajouté, regardez, un petit blob comme celui de Copy-Melbourne à Shenzhen, et comme celui que j'ai oublié de mentionner, celui de Chicago. Je vous l'ai dit la dernière fois, les références stylistiques ne sont pas des références stylistiques. Ce sont des mises en réseau des grandes métropoles. Et là, on va se relier. Alors, franchement, on n'a pas trouvé trace de cette construction-ci, hein, parce qu'en fait, ça ressemble à ça. Mais on va se relier aux grandes métropoles. Alors en vrai, il faut bien dire que quand on tombe de l'image au réel, parfois ça fait mal. Hein. Les bâtiments sont très noirs, très opaques, et ça ressemble vraiment à des couvertures posées sur des bâtiments pas tout à fait réussi. Mais MAD, c'est très intéressant parce que Ma Yan-song, il fait des petits films où il pose ses maquettes dans des jardins chinois à la Suzhou. C'est-à-dire qu'il veut vraiment que son architecture fasse partie, non pas de la ville chinoise telle qu'on la connaît, mais de la ville-jardin, qu'elle fonde du jardin dans la ville. Et ça, voilà, on le voit comme ça sur le site. Alors vous imaginez, là, une image comme ça, de blob, on s'est jeté dessus, quoi. Et il y a un problème de point de vue, hein. Vous avez remarqué, c'est comme le Copy-Melbourne, nous on cherche le point de vue, là il faut se mettre sur le lac. Ah, il a trouvé un truc génial, il a fait une photo quand le lac était glacé. Mais vous avez remarqué, il y a quelque chose qui a disparu, la CCTV. En fait, elle ne risque pas d'être là parce qu'elle est à au moins 1 kilomètre de là. Hein. Elle n'a aucune chance de se trouver là. C'est une image complètement truquée de ville idéale. Hein. Premier plan naturel, verticalité, dont vous ne savez pas si celui-ci, qui en fait est un studio de télé hyper technologique qui n'a rien à voir avec la nature, et si celui-ci font partie du jardin ou font partie de la ville. Eh bien, on a quand même trouvé le point de vue. Regardez, c'est incroyable. On voit le bâtiment, on voit le deuxième blob, on voit même qu'il fait une sorte de donut ellipsoïde assez sympathique. Et là, on voit la CCTV. Bon, elle est toujours abîmée par le contexte, hein, c'est quand même marrant hein, pour ce bâtiment iconique. Mais où sommes-nous? Vous vous le demandez, hein? Eh bien, on est là. On est en haut de cette tour-ci. On est en plein dans un... Regardez les canards. On est en plein dans un jardin, non pas un jardin à la chinoise, un jardin d'acclimatation, si à la chinoise, parce qu'il y en a partout, avec des canaris jaunes hein, et des stands. En fait, c'est un jardin fête foraine. C'est de là que vous pouvez saisir la ville de MAD. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous accrocher un baudrier et descendre par le fil là. Je ne vous dis pas qu'on l'a fait. Et puis vous pouvez le photographier comme ça, jardin à la chinoise, hein, ou vous pouvez le photographier comme ça. Ça dépend, si vous faites de la propagande architecturale ou si vous tentez de saisir un peu l'essence du lieu. La ville naturelle, elle aussi, bascule très vite dans l'irréalisme et la fête foraine. Il faut quand même donner sa chance à MAD parce que c'est une des plus belles architectures qu'on ait vues. Alors oui, j'oubliais sur celui-ci. Quand vous vous en rapprochez, en plus, le vrai contexte, c'est ça. Sorte de place de bitume terrible, hein, qui vous confronte véritablement. Une confrontation parfaite entre l'image, le rêve et la triste réalité qui est derrière. Alors, je le disais, on va quand même donner une chance à MAD parce qu'on a vu un bâtiment absolument magnifique qui, lui, en plus, regardez, s'intègre dans un contexte naturel assez stupéfiant où il y a des pêcheurs qui s'amusent à le mimétiser avec leur parasol, c'est quand même assez fort, hein, et il est derrière et il ressemble à une montagne. Hein. C'est d'autant plus une montagne qu'on en fait l'ascension. Et là, j'ai demandé, parce que les vendeurs de tickets parlaient très bien anglais, je leur ai dit, mais alors, vous pouvez me faire un test de Rorschach là-dessus? Bien sûr, c'est une montagne. Il n'y a aucun problème. Hein? Et d'ailleurs, vous savez, monsieur, quand il neige, parce qu'on est là à Harbin, on est tout au nord de la Chine, près de la Corée, il fait très froid, quand il neige, ça marche super bien, cette montagne blanche dans la neige. Ça fait paysage. Là, MAD a véritablement réussi. Alors, le vendeur de tickets, immédiatement, enchaîne en me disant, attention, il y a un côté pieuvre.
Et effectivement, parce qu'en plus vous avez les bras de l'opéra qui continuent comme ça, il y a une pieuvre. Alors pour ceux qui ont suivi la séance sur les baleines qui surgissent de l'océan mondial, vous avez là une pieuvre magnifique qui surgit, on est très loin de la mer, hein, c'est un fleuve qui est à côté, qui surgit et qui vaut assez largement la pieuvre que Future Systems voulait mettre à Prague et que je continue de regretter. Évidemment, si vous êtes un peu inquiété par cette pieuvre, vous serez malgré tout rassuré par l'œuf de la salle de concert quand vous rejoindrez la communauté de spectacle qu'en fait vous aviez déjà intégrée en admirant le bâtiment. La question est, que voyez-vous quand vous faites l'ascension? Qu'est-ce que cet homme est en train de prendre en photo? Il prend la ville idéale, regardez. Un petit fleuve, une bande de verdure, de la verticalité. C'est une ville horrible, d'une banalité atterrante, d'une reproduction homogène des mêmes bâtiments. Mais d'ici, elle est la ville idéale. C'est-à-dire que le bâtiment, en fait, ne fait pas partie d'une chose à voir, d'un nouveau paysage à voir. Il est le point d'où vous devez regarder le paysage. C'est pas pour rien que quand vous êtes en haut, vous avez une déconstruction architecturale de l'œil. En fait, on a toujours regardé le blob comme s'il fallait se mettre devant lui et le regarder. Mais le blob est aussi l'endroit d'où vous pouvez regarder la ville et qui la transmute en ville idéale, qui transmute les pires des bâtiments en ville idéale. Et ça, c'est efficace. Regardez ce bâtiment-là, c'est un Français. C'est Charpentier, Arte Charpentier qui a fait ça à Taïwan, non loin de Tatong. Vous voyez le point de vue organisé où les gens se voient, profitent de leur promenade commune et ça mène vers une île des musées dont on admire le panorama. À gauche, les pots de fleurs. C'est Andreu, l'inimitable Andreu. Et au centre, vous avez donc une double salle de concert, c'est du simili-blob, je suis d'accord. À droite, vous avez une bibliothèque et un très beau Preston Scott Cohen comme musée vide. Mais en fait, c'est pas d'ici que le point de vue est le plus génial. Le vrai point de vue, c'est dans l'œil. Parce que ce bâtiment, c'est un œil. Vous avez vu que je vous ai montré des yeux au début sur le stade, ou l'Andreu qui fait un œil. Parce que ce sont des yeux. Et là, vous montez là-dedans, vous avez une petite ascension, un petit escalier, et en fait, vous cadrez la ville. Ça, c'est la ville en construction derrière, parce que l'île, elle aussi, est projetée dans un master plan qui va doubler la ville. Et devant, si vous vous retournez, vous cadrez la ville qui, de banale, devient très belle. Ou du moins, idéale. Même chose pour l'OVNI tombé lors de l'exposition internationale de Shanghai en 2010. C'est une soucoupe qui, franchement, n'a pas grand intérêt. Vous voyez qu'elle est fendue en son milieu, tout simplement parce que c'est un poste d'observation sur la ville, un poste de cadrage de la ville. Et comme elle est sur le fleuve, de l'autre côté, vous avez le fleuve et la ville. Ça fera de la ville idéale. Alors, vous le voyez, il est dans la nature, mais... Il est dans la nature, pourquoi? Alors on s'est étonné, nous, pourquoi fallait prendre le taxi sur des kilomètres pour aller voir le bâtiment le plus iconique de Harbin? Tout simplement parce que les services de la mairie ont prévu de complètement dédoubler la ville de l'autre côté du fleuve. Et qu'en 2040, il est censé être au centre. Comme à Datong, on a construit le monument avant la ville pour voir une ville qui n'existe pas encore. Et vous voyez, tout est prêt, mais les fleurs commencent déjà à faner, et le type appelle la ville, quoi. Il se dit, bon, vous arrivez parce que... Et il est dans le doute, parce qu'il a quand même vu qu'à Ordos, la ville n'était pas arrivée, qu'à Datong, la ville n'arriverait pas. Et on revient sur l'idée du pari, de l'investissement. L'architecture est un investissement, un pari. Et évidemment, quand la ville arrivera, ou du moins, quand le bâtiment sera terminé, il y en a qui devront le quitter. Ceux qui l'habitent actuellement, ceux qui habitent la partie en construction, les ouvriers, vous voyez, ça c'est un lit. C'est des lits comme ça, ils habitent dans le bâtiment en construction. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, on abrite des ouvriers, mais quand il sera terminé, ils partiront au plus loin, à la périphérie. Ils auront construit l'image d'une ville à laquelle ils n'appartiendront pas réellement, physiquement, mais à laquelle ils adhéreront peut-être, grâce au mythe, à l'image et à l'idée de ville idéale. Et sur ce, je crois qu'il est temps d'accueillir Jean-Paul Loup.
ethnographe ou anthropologue, plus exactement. Tu as fait un doctorat en anthropologie, tu as travaillé sur l'anthropologie urbaine et tu écris également, tu es proche de la géopoétique de Kenneth White notamment. Et moi, j'ai été tout à fait séduit par ce livre que j'ai rencontré par hasard, hein. La Chine et la ville au XXIe siècle, qui a paru aux éditions du Sextant. Le sous-titre, vous allez voir, c'est pas les mêmes villes que les miennes, hein. La sinisation urbaine au Xinjiang ouïghour et en Mongolie intérieure, c'est bien pour ça qu'il y a Ordos. Et je conseille absolument ce livre sur la manière dont les villes de l'ouest de la Chine sont sinisées et dans la manière dont elles gèrent cette pression centrale symbolique et dont elles réinvestissent leurs propres espaces. C'est un très beau livre. Et comme je traitais à l'ouest de la manière dont la mondialisation revisitait les villes chinoises, j'étais très intéressé de voir quelqu'un qui traite admirablement de la manière dont, au contraire, les villes de l'Ouest sont happées par l'identité chinoise. Et sur ce, je te laisse vraiment la parole. Tu m'as dit que c'est ça pour le... c'est celui-là, à droite, ouais. Comme ça. Ouais. Très bien. Bien, donc c'est vrai que mon regard est sensiblement différent, mon angle d'attaque est complémentaire avec le point de vue que tu as porté sur les villes chinoises. D'une part, j'essaie de comprendre ce qui perdure, par différence avec les personnes qui cherchent à savoir ce qui change. Et bien sûr, la réalité, c'est la somme des deux. Je pense que tout ce qui se passe dans ce que tu nous as montré est profondément chinois. Je n'ai pas le temps de développer ici. Voilà. La deuxième différence, c'est que dans l'Ouest ou dans la Mongolie intérieure, le phénomène de sinisation, moi, me paraît fondamental, dominant, dans la mesure où ce sont des terres et des cultures à conquérir par la culture chinoise, ce qui n'est pas le cas dans la Chine profonde, du fleuve Jaune ou de Pékin ou du Sud. Voilà. Donc déjà, on est dans les différences. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui pensent que la globalisation dont on parle et qui est réelle doit aussi laisser un temps de regard pour percevoir les différences. Tu as évoqué Lévi-Strauss, j'ai apprécié, puisque moi je pense que je comprends le monde comme il nous l'a expliqué, et que je pense que les cultures n'ont de cesse que de se différencier. Ce qui est... la différence de dire qu'elle s'uniformise. Donc voilà un point de discussion, pas simple non plus, donc il ne s'agit pas d'être manichéen. Je pense que c'est les données d'un séminaire aussi d'anthropologie sur ces questions à propos de la Chine. Et enfin, je m'interdis toute prédiction. Donc on va commencer par parler d'Ordos. J'ai essayé de décrire et de comprendre ce que je voyais dans cette zone qui est... une zone de culture nomade, mais anciennement, très anciennement, avec des formations chinoises comme Baotou, comme Ohot. Et voilà. Alors, ce qui a... On fait quand même montrer la localisation, la voilà. Moi, la décision de construire la ville d'Ordos date de 2006. Nous y serons, j'y vais là, en 2012. Donc, il est un premier phénomène qui nous est inhabituel pour nous urbanistes, c'est de saisir un objet urbain qui a 6 ans d'âge et qui compte une capacité d'1 million d'habitants. Ça n'a jamais été vu dans l'histoire urbaine. Tout ça pour dire que la lecture des phénomènes urbains chinois demande de changer de catégorie de lecture. Je m'adresse aux urbanistes. Il faut créer, certaines sont opératoires, d'autres demandent à être créées parce qu'on n'a jamais vu ça. Ensuite, il y a la rationalité. Les premiers blogs que j'ai vus et que j'ai consultés nous décrivaient une aberration. Cette ville ne marchera pas, Manhattan dans les steppes, c'est farfelu, les objets, l'architecture victorienne en Mongolie, c'est pas de la fiction, ce sont de vrais objets. On peut les toucher, c'est des vraies maisons, c'est pas Euro Disney, ce sont de vrais édifices. Et d'autre part, il y a une rationalité chinoise. Je pense qu'il y a une rationalité chinoise. Donc cette ville d'Ordos demande à élucider le pourquoi. Pourquoi on est allé faire cette chose-là dans cet endroit.
Donc, en caricaturant, en 2006, voilà l'image qu'on peut avoir quand on se balade dans ce coin de la Mongolie intérieure, avec des lieux de groupement, de pèlerinage. Ici, un pseudo-tombeau de Gengis Khan qui existait de façon modeste, un petit lieu de pèlerinage où les gens venaient faire brûler quelques bâtons d'encens, qui donne lieu à des fêtes, à des réjouissances, mais on est dans une culture des steppes. Quelques vestiges dans la campagne que l'on peut voir en se rendant dans ce site, maison de terre crue. Et donc voilà l'approche d'Ordos, avec deux tours qui sont dominantes. Et on nous explique à Pékin, au bureau d'urbanisme qui s'occupe de la planification de cet endroit, on nous explique le process de construction. Là, on nous montre deux tours. Le maire d'alors, qui n'est plus maire au moment où nous rencontrons ses interlocuteurs, rêvait de faire une couronne d'une centaine de tours. Il n'est pas reconduit, il n'en fait que deux. Qui se trouve bien placée, on verra, elle commande un axe de composition. Voilà la composition vue sur Google, avec cet axe, d'une part, une axialité d'une grande composition monumentale que nous verrons, et puis, pour ceux qui connaissent les plans de Corbu, aussi des ailes tournantes. Voilà la composition. Le choix de l'emplacement d'Ordos est motivé par le fait qu'il y a déjà une voie ferrée qui sert à évacuer des minerais, qui sert à transporter les voyageurs. Il y a de l'eau, il y a une rivière, dont la rationalité commence là. Il y a un lieu qui peut expliquer une formation urbaine, et il y a aux alentours deux agglomérations moyennes, Dongsheng et, rappelle-moi le nom de la seconde, j'ai oublié, Kangbashi, voilà, qui étaient d'anciens établissements, voilà, sur lesquels vient s'accrocher la grande ville d'Ordos. Bon, voilà, là on va retrouver, je passe rapidement, voilà, dont l'arrivée se fait sur l'axialité de ces deux grandes tours, et on voit l'horizon, comme tu l'expliquais sur les photos, avec le vert en sous-bassement, et au fond le skyline de la ville qui se découpe. Rien à dire au point de vue architecture jusqu'à présent, sauf quand arrive l'émergence d'objets. Ici, un circuit d'automobile de Formule 2. Je ne savais pas ce que c'était la Formule 2. Et on nous dit que probablement les Jeux olympiques, les Jeux asiatiques futurs utiliseront la structure d'Ordos pour se dérouler. Donc cette nappe d'immeubles qui sont le zéro de l'architecture est ponctuée par des objets, eux, singuliers, autonomes, comme les blocs dont vous parlez. Chose à remarquer très rapidement, la qualité de la trame verte. C'est-à-dire que cette ville s'inscrit dans une trame verte qui a 6 ans d'âge, à peine lorsque nous prenons ces photos, qui est très efficace. Vous m'ouvrez la bouteille, j'ai plus de main, merci. Qui est très efficace dans la mesure où je ne remarque aucun végétaux qui n'ait pas poussé, qui soit mort. Où j'en remarque 2 sur la totalité de la ville. Elle comprend une nappe au sol, gazon, plantes basses, une nappe buissonnante un peu plus haute, et les plantations d'arbres. Ça fait 3 niveaux, qui nous rappellent d'ailleurs que les Chinois ont une expérience de plusieurs décennies, de 50 ans, dans la lutte contre le désert, dans le choix des plantations, dont là, d'évidence, il y a une expertise qui a été utilisée et qui se voit, qui est une réussite. Ville conçue pour la voiture, évidemment, très peu de voitures à ce moment-là, puisque la ville est construite, mais les habitants ne sont pas là. Il y en a environ 200 000 au moment où nous sommes sur les lieux.
perfection de cette trame verte, grand désert humain, quelques personnes qui errent, et puis des préposés au nettoyage, au ramassage du mégot qui serait tombé, laissé par ce couple. Immédiatement, quelqu'un sort des buissons, une personne âgée en général, avec sa pince, et qui l'enlève. On en rencontrera. Donc voilà la grande composition axiale autour de laquelle se constitue la cité. On voit déjà les plantations qui ont bien poussé. Des terrasses pour ménager les points de vue, comme ça a été indiqué dans l'exposé précédent. Ici, nous sommes sur une hauteur pour pouvoir avoir cette vue. Là, je fais un saut au tombeau de Gengis Khan, dont les Chinois sont experts dans l'art de fabriquer des faux, des similis, des ersatz. On le voit dans le Xinjiang, sur la route de la soie. C'est incroyable. Ici, ce petit tombeau de Gengis Khan, un des tombeaux de Gengis Khan connus, était très réduit. Il fait l'objet d'une mise en scène monumentale. Il est derrière nous et devant nous, il y a une grande chaussée qui vient jusqu'à un élément de sculpture au fond qui culmine. Et en se retournant, on va voir l'édifice, voilà, cette allée de géants. Et derrière nous, je pense que je l'ai, non, je ne l'ai pas, vous ne le verrez pas, le tombeau de Gengis Khan, qui sont des coupoles artificielles perçues comme un jouet en matière plastique à grande échelle, et qui permettent de donner corps, de justifier le pèlerinage, ce qui ouvre un chapitre que je ne développerai pas ici, mais que j'ai traité dans un autre livre, sur le tourisme, et le tourisme arme de destruction massive, c'est ainsi que je l'ai intitulé, et qui insiste sur la Chine et sur l'habileté à fabriquer du faux uniquement pour justifier le flot touristique chinois ou international qui doit irriguer ces lieux. Le point culminant, je ne sais pas si on aura le temps de le montrer, c'est Kashgar. Donc on est en terrain ouïghour, un nom chinois, dans une culture exotique mais fort prisée par la curiosité du chinois, où la falsification a consisté à démolir, à raser la ville ouïghour qui constituait le centre de Kashgar, qui était construite en terre crue dans un tissu type Médina, pour visualiser, à le raser complètement, avant à faire le relevé méticuleux d'une maison une par une, et à reconstituer à l'identique, en dur, c'est-à-dire ossature béton, briques cuites, cette Médina, pour un usage uniquement touristique. Voilà. Je pense que c'est un cas unique qui oblige à ouvrir ces nouvelles catégories dont je parlais tout à l'heure. Démolir quelque chose pour le construire à l'identique, c'était quand même nouveau à ce niveau-là. Voilà, lorsqu'on a démoli en Occident, on a refait du moderne, on a actualisé. Et si on avait prévu de démolir le Marais à Paris, avec le plan voisin, la différence, c'est qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Donc voilà une nouvelle catégorie de faire du vieux en bon état. C'est le cas de Kashgar, 30 000 habitants quand même. Il a fallu déplacer les 3/4 des Ouïghours pour libérer cette ville et les reloger ailleurs. Dans une indifférence générale, avec l'aval de l'UNESCO bien entendu, mais dans l'indifférence générale des milieux architecturaux, qui, à ma connaissance, ne se sont pas exprimés sur ces questions-là, qui visent, c'est pour ça que l'intitulé, c'était la question de la sinisation quand même qui se joue là, c'est la destruction du bâti pour Kashgar, mais la destruction des cultures, et donc des gens qui sont dans ces cultures. Voilà les personnes sur Ordos qui sont chargées de l'entretien et de veiller à la propreté impeccable de cette ville. Le design, alors, on fait un saut et on n'est pas dans la qualité du design qui nous a été montré, mais c'est la réalité d'Ordos, un abribus. Avec l'idée que se font les Chinois des cultures exotiques dans lesquelles ils pensent être, mongols avec le char, la roue. La signalétique, bien sûr, et l'architecture en arrière-plan
qui est censé être en attente de ses habitants. Et voilà les images, la réalité et puis l'image qui est proposée, toujours sur cette mise en scène sur un premier plan de verdure très, très élaboré, très évolué, avec l'eau et la végétation. Dans des panneaux de chantier qui souvent, vous le verrez, sont moralisateurs aussi. Là, on est dans une architecture Westminster ou quelque chose du gothique élisabétain, dans un programme à venir à Ordos, en Mongolie intérieure, un programme à venir. Toujours ces espaces verts qui sont là, très présents, qui ont réussi, qui marchent, qui sont aboutis. Un autre quartier, avec là un monsieur qui est chargé de collecter les papiers gras. Il n'y a personne, bien sûr, hein, sur les voies. Cette partie est habitée, elle est habitée par des Chinois. Alors il y a de l'eau, donc il y a un cours d'eau qui permet de tracer un plan de plan d'eau, avec des versants, avec des promenades, des plantations adaptées aux pans inclinés, des aménagements, on va dire, d'art urbain ou d'embellissement, de monuments, aires de jeux ou de séjours pour enjoliver. Et la trame verte qui est toujours là, qui est cette trame verte récente que j'ai évoquée. Alors il y a une photo une photo qui a circulé sur les blogs il y a au moins un an ou deux, qui était la chute d'un de ces immeubles. Là, imaginez l'immeuble du premier plan. Les personnes qui ont acheté les rez-de-chaussée ont creusé un garage souterrain pour loger les véhicules. L'immeuble s'est affaissé, il était bien armé, hein, bien ceinturé, il est tombé, il est resté horizontal vers nous. On imagine s'il était tombé dans l'autre sens, ce que ça aurait fait. Et cette photo a circulé dans les écoles d'archi. C'était assez intéressant. Voilà les chantiers à venir. On retrouve la même affiche. Alors, il y a une amorce de pont Alexandre III, ici pour franchir un bras de cette rivière. Un grand centre commercial, pas encore ouvert au moment où j'y suis, sur la grande promenade principale. Et des équipements qui ponctuent, dont des équipements de grande qualité, certains étant d'une exécution. On imagine que l'architecte était là jusqu'au moindre détail. C'est le cas de cette salle de sport. C'est-à-dire que vraiment, on fait la réception sans réserve, d'autres étant complètement sommaires. Donc une grande disparité dans la qualité de maîtrise d'œuvre de ces bâtiments. Bon, le système traditionnel de construction chinois avec béton surabondant, ferraillage surabondant, on le sait. Et ces points de vue, donc par exemple avec une terrasse surélevée qui constitue le socle de cette salle de sport et qui permet les points de vue sur la ville alentour. Bon, je n'ai pas grand-chose à raconter, à recommenter sur ces vues. C'est une architecture très, très libre, très autonome, donc qui ne cherche pas à avoir des raccords avec un environnement décontextualisé, bien sûr. Mais c'est le rôle de ces objets que de donner une géographie, finalement, à la nappe urbaine qui se développe autour. Voilà la terrasse sur laquelle je peux voir projeter le regard vers la ville. On retrouve le pont.
la bibliothèque de la faculté, dont il y a déjà une faculté à ce moment-là avec environ déjà un millier d'étudiants qui étaient là, dont la faculté, la bibliothèque est en forme de livre, donc c'est un peu le canard de Venturi. Et alors ça c'est quelque chose que je vois dans le musée d'Ordos qu'on va voir, un musée d'histoire locale, qui nous montre les programmes architecturaux. C'est sûr que ça fait envie. Ou alors, ce qui fait penser aux salles d'examen des lettrés de l'ancienne Chine, ces salles avec d'innombrables... voilà, là ils sont en train d'écrire, voilà la salle d'examen. Ce sont des panneaux photographiés dans le musée. On retrouve la bibliothèque, du côté où les livres se sont effondrés. Le musée en forme de galet, où moi j'ai rien vu dedans. Hein, je trouve qu'il y a des choses maintenant. Bravo. Donc là on va retrouver les blobs qui vous sont chers. Intérieur de ce musée. D'autres objets, salle de concert, auditorium. Toujours la prégnance du tapis vert qui est la chose la plus réussie. Là, c'est un arbre qui est un arbre artificiel qui permet de loger les relais de télécom. C'est un arbre en matière plastique. Et je pense qu'il faut interroger, on n'a pas le temps non plus, c'est l'objet de tout un séminaire, cet univers chinois, de ces objets qui font sens, qui nous font éclater de rire, mais ils s'interrogent la culture qui est en question. Quelle est la place de ces objets matériels dans la culture des Chinois? À propos des objets architecturaux, il y a, je cite toujours le cas de Pirazoli et Sir Stevens, il dit, c'est ça qui explique le regard des Chinois sur les objets architecturaux dont tu as parlé, et cela, les Chinois n'ont jamais placé leur sentiment d'éternité dans leurs monuments, dans leurs objets matériels. C'est fondamental. C'est fondamental de penser à ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même importance dans l'adhésion et dans le sentiment d'héritage de patrimoine que ça peut avoir chez nous, par exemple. Elle est ailleurs. Littérature, peinture, bien sûr. Et ça peut expliquer aussi leur destruction, sans douleur. Nous, on n'a pas détruit Versailles quand on a créé la République. C'est trop douloureux, on n'a pas détruire Versailles. C'est différent. Donc ça, je crois, je me permets que c'est un fait fondamental qui explique l'environnement bâti des Chinois, qui, à mon avis, est très éphémère. Ces objets qu'on a vus sont vécus comme des objets de mode. Combien de temps dureront-ils? Et qu'est-ce qui va perdurer de la Chine à côté? Voilà. C'est une interrogation. L'avenir dira ce qu'il en est. Dans le bas de l'arbre en question, la trame verte, vous voyez l'échelle de ces plantations qui sont vraiment gigantesques et qui réussissent. Il n'y a aucune plante qui a crevé là. Alors il n'y a pas de place Tiananmen à Ordos. Le design, les lampadaires de rue. Des aménagements de plasticiens sur des squares où on convoque un plasticien, il fait son affaire. Là, des plantations en cours, récentes, celle-là. Alors je perçois de loin, là, quand j'observais depuis la terrasse du grand équipement de sport, je vois un petit clocher avec une croix.
Donc j'y vais et je me renseigne, je rencontre les personnes, les gestionnaires. C'est une église coréenne qui vient d'arriver, donc je rencontre le prêtre ou la femme prêtre et une novice qui était en formation. Et bon, elles me font visiter, elles m'expliquent. Et ce bâtiment est tout petit parmi les immeubles qui l'entourent. Et elle me dit, mais pourquoi vous êtes venu ici? Et je lui dis, c'est le hasard, j'étais sur la terrasse, j'ai vu, Elle me dit, non, c'est pas le hasard, c'est Dieu qui vous a amené là. Donc j'ai compris là une définition de Dieu. Voilà. Dans des missions coréennes ou des missions baptistes ou protestantes sont nombreuses pour venir s'installer. Voilà les deux personnes en charge de la paroisse. Alors oui, je parlais du caractère édifiant des panneaux de chantier qui annoncent d'une part ce qui va se passer là, et qui lance un message dans la ville écologique, hein. Écologie, folklore étant associés, ce qui demande qu'on y réfléchisse, hein. Écologie, folklore associés. Voilà, là c'est... Voilà les programmes toujours dans un fond de verdure, comme tu l'as bien fait remarquer, c'est toujours le cas, effectivement. Tout ça est présenté sur un socle de prairie. Éventuellement, il y a des yourtes qui s'y baladent sur la droite, on est en Mongolie. Et je tombe sur une manifestation. J'ai jamais vu... dans ce coin de Chine, une manifestation des ouvriers qui protestaient, qui barraient la route. Ils ne sont pas nombreux, mais bon, j'ai pris la photo. Ils protestaient pour des retards de paiement ou des choses comme ça. Alors la pratique des slogans, par exemple, c'est-à-dire ce que l'on vous demande de penser, me paraît profondément chinois. Ça nous rappelle les slogans des périodes très, très politisées où il y a des adages, il y a un certain nombre de pensées qui sont diffusées. Voilà, j'ai des programmes. Ce qui est frappant, c'est qu'ils sont quand même tous en anglais. Alors, bien sûr. Quand même pour le public intérieur, Donc voilà la fin. Alors je vais vous demander comment c'est construit, comment on réalise ça. Alors les renseignements que j'ai obtenus, la rationalité. La région d'Ordos, c'est la région minière aux alentours de Mongolie qui recèle 93% des ressources de terres rares au monde, après l'arrêt des exploitations américaines. Donc, le gisement est là. Le projet consiste la façon de la réaliser, cette ville, consiste à octroyer des autorisations d'exploitation aux compagnies. En échange, elles s'engagent à réaliser une tranche de logements. Vous pouvez exploiter une mine, vous nous faites 200 logements. Donc c'est le processus qui permet de construire. Ensuite, on m'explique qu'il est prévu que les transformations, les industries de transformation auraient lieu ici, la Silicon Valley. Donc là apparaît une logique, gisement, extraction, transformation, fabrication, l'aéroport est là, les infrastructures sont là. Donc des jeunes couples chinois allaient faire carrière en Mongolie dans ces industries, ça paraît un avenir tout à fait jouable. Je suis un jeune Africain, un jeune cadre, voilà. Donc je pense que la rationalité du projet est là, et je fais le pari, c'est pas une prédiction, moi je pense que ça devrait marcher. J'ai pas senti d'aberration. Alors il y a le goût architectural, on n'en parle pas, ça n'a aucune pertinence pour l'anthropologue. Le goût il est ce qu'il est.
Il est constaté, c'est le groupe des gens qui font, de mon point de vue, le nôtre architecte français, c'est de peu d'intérêt, sauf voilà, ce point de vue. Mais la question du goût qui trop souvent entraîne dans les analyses des journalistes qui passent là-dessus me paraît de peu d'intérêt. Ce sont de vrais objets, on n'est pas dans la fiction, c'est construit. Ce qui est amusant, c'est que nous, on y est passé cette année. D'accord. Donc à une certaine distance. Et qu'en fait, les lieux n'ont pas vraiment beaucoup évolué par rapport à ce que tu dis. Alors, c'est vrai que moi, ce qui m'a retenu dans le bouquin aussi, c'est que tu es à peu près le seul à dire qu'on ne peut pas juger du destin de cette ville sur 4 ans. Et que de toute façon, comme ils les construisent avant de les remplir, après tout, c'est la plus grande cité fantôme, c'est ce qu'on trouve sur Internet, etc. Et je trouvais intéressant de donner, justement, de redonner le Paris, de faire apparaître le Paris et le contexte du Paris, c'est-à-dire celui des mines. Mais c'est vrai que... alors, en quelle année tu y es allé ? 2012, les photos. 2012, donc nous, 2016, été 2016, 4 ans plus tard, on ne peut pas dire qu'il y avait foule, hein. C'était pas beaucoup plus rempli que sur tes photos, c'était les mêmes personnages, c'est-à-dire les dames qui s'occupaient des buissons, effectivement, c'est tout à fait frappant, cette ville est nickel alors qu'il n'y a strictement personne. On a vu des gens rentrer dans un truc de luxe, c'est-à-dire c'est une des affiches que tu as montré du néo-victorien qui a été réalisé. Alors c'est très luxe, le gardien est au garde-à-vous quand on rentre en voiture, mais c'était pas follement peuplé. C'est-à-dire que on n'est pas loin de Daton. On n'est pas loin d'un Paris, disons, très risqué. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il n'y a que le temps qui l'a décidé. Mais quand on va à Ordos, on s'aperçoit quand même que le réseau de transport n'est pas à la hauteur. Et on a eu un choc, nous, parce que Ordos se présente comme nouvelle capitale qui a tout reconstruit. Or, quand on a été obligé de passer par Horot pour regagner Daton, pour aller à Daton, et on s'est aperçu que Horot, qui n'avait pas ces grands principes monumentaux, avait des centres commerciaux au dernier cri, comme ceux qu'on croisait à Shanghai et ailleurs, alors que les centres commerciaux, que tu as montré, là, le centre commercial qui n'était pas ouvert, nous, il était ouvert. C'était du très bas de gamme, hein. Il y avait un étage cuisine vraiment assez maigre, et des trucs touristiques un peu entre le faux chinois et le très vieux, très abîmé, quoi. Donc, c'est vrai que moi, l'idée du Paris, je te rejoins entièrement sur le devenir possible de cette ville, et qu'on est passé dans d'autres villes dites fantômes qui s'étaient remplies. Donc il n'y a pas de raison qu'elles ne se remplissent pas, mais c'est vrai aussi que sur les réseaux, ça ne fonctionne pas, et qu'on voit que certaines villes à côté sont plutôt en train de prendre le passage d'hypermodernité, parce que les mines, c'est bien, mais la nouvelle technologie, elle arrivera très longtemps, dans très longtemps. Et je me demande, moi, en plus, si... Alors, et là c'est toi qui peux répondre à ça, si le gouvernement central chinois a intérêt à ce qu'il y ait un grand pôle comme ça, aussi monumental, se développe parfaitement en Mongolie intérieure, avec tous ces signes d'identité mongole. Parce que c'est quand même une des choses sur la place centrale. Il n'y a pas de Tiananmen, il y a un Tiananmen avec un grand jardin au milieu. Il y a l'opéra qui est en bonnet mongol. Pas loin, il y a la yourte qui sert de je ne sais trop quoi. Il y a plein de symboles identitaires quand même dans cet endroit. Oui, mais ce sont des symboles de pacotille. Hein. Il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas d'épaisseur culturelle. C'est des concessions. Faites-nous une ville en Mongolie, bon, on prend un bouquin, 2 ou 3 images, on fait comme un gamin le ferait ou dans une BD. C'est pas profond, il n'y a pas d'épaisseur. Cet abribus, bon, c'est en ferraille. Dans 10 ans, il y en a un autre. Il n'y a pas de. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de tradition mongole d'architecture nomade dont le champ est libre. Moi, je relie bien dans l'ouest de la Chine et dans le nord ces opérations, ainsi que Kashgar, sous une autre forme, à la continuation d'une sinisation du territoire qui a pris naissance il y a très longtemps et qui est entamée. Mais ils y sont déjà depuis longtemps. Dans le Xinjiang, les établissements chinois militaires, ils sont depuis 2000 ans chez les Ouïghours.
Ohod, Baotou, si on regarde les plans, on va trouver la cité quadrillée chinoise d'origine, dont il y a une présence chinoise qui tout d'un coup, avec le développement de la Chine de ces dernières décennies, peut donner un coup d'énergie qui fait faire un bond, et c'est ce bond auquel on assiste. Alors, il y aura des reflux aussi. Si on regarde la présence des empires chinois qui sont allés s'étendre au Xinjiang, l'empire des Han, puis l'empire des Tang, il y a des reflux, un mouvement comme ça, mais il progresse tout le temps. Alors avec la démographie, là sur Ordos, ce sera des populations nouvelles, bien évidemment, et pas des Mongols, mais sur le Xinjiang, qui est l'autre zone de développement, 10% de Chinois en 1970 jusqu'en 80, 50% aujourd'hui. Donc on voit, c'est irréversible, ils ne repartiront pas travailler en Chine. Voilà. Je pense qu'on est autorisé à parler de civilisation. Il y a 0 mariage mixte au Xinjiang, par exemple, chez des populations qui sont en contact depuis 2 millénaires. Rien à voir avec la colonisation de l'Europe avec l'Afrique. On a fabriqué du pied noir, des tas de mix, de mariages mixtes, de métissage, pour un mot. Il n'y a pas de métissage entre les Ouïghours et les Chinois. Donc il y a encore ce caractère-là, qui n'empêche pas de vivre aussi en bonne relation par moment, ou en relation tendue. Ça va dépendre des régimes politiques. C'est un modèle... C'est un modèle qui est pas le modèle habituel. Il faut reconsidérer un modèle de colonisation, par exemple. C'est pas transposer celui qu'on a vu sur l'Afrique. On est quand même plus proche d'un modèle de colonisation que le modèle des grandes places technologiques que j'ai montré. On sent quand même le décalage. C'est vraiment le pouvoir au centre, le pouvoir qui a la vue parce que la place n'est pas descente. Donc à nouveau, on a un pouvoir central qui voit et les autres, en fait, les points de vue que tu dis sont loin. Sur la place, il n'y a pas d'autres points de vue, c'est assez stupéfiant. Il n'y a pas de commerce. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez partager le micro, s'il vous plaît? C'est pour l'enregistrement. Ah ouais. Il n'y a pas de commerce, il y a vraiment. Enfin, il y a les grands magasins, mais ils sont loin, ils sont à 500 mètres de là. Et disons que nous, ce qu'on s'est demandé, c'est ce que le blob venait faire là. C'est un blob provincial. Alors c'est marrant parce que c'est le premier bâtiment iconique de MAD qui a traversé la planète quand même. Ce bâtiment, on l'a vu dans toutes les revues d'architecture, sur tous les blogs, etc. Et quand on va là-bas, il est perdu dans un truc finalement assez archaïque, et dans le modèle urbain, et dans les autres bâtiments. Quand les livres, c'est un peu dramatique quand même, c'est vrai. Et MAD a répondu là-dessus d'ailleurs. Il a dit que quand il est venu voir le site, il n'y avait rien. Puisque c'est comme tu le dis, c'est une ville de fondation, et que donc ça lui a évoqué le grand désert mongol. Donc c'est le grand désert mongol vu par un Chinois, et il a fait une sorte de, voilà, tu t'as dit galet, une sorte de concrétion désertique, qui est à la fois, donc à nouveau, l'association de la technologie avec l'immémorial. Mais en fait, la lecture elle devient dramatique dans une ville quand même à 3/4 fantôme, parce que ça fait une ville déserte, quoi. Et elle dit le désert de la ville, cette architecture, d'une manière flagrante encore aujourd'hui. Alors, tu disais qu'à l'époque il n'y avait rien. Maintenant, ils ont mis les images que tu montrais du développement de la ville, et ils les ont mises là. Et c'est assez amusant parce que tu progresses et tu vois les images de la ville depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, et tu finis sur tes grands panneaux lumineux où tu vois l'esplanade avec le blob, c'est-à-dire l'entrée dans la modernité, c'est magnifique. Et même, tu as un grand tableau lumineux et tu te mets devant un vélo, et au fur et à mesure que tu pédales, le paysage avance et tu progresses dans le temps, tu passes du noir et blanc à la couleur, les bâtiments montent, et à la fin, tu arrives sur l'esplanade. Et là, tu es dans le futur, et à ce moment-là, tu es tellement dans le futur qu'en fait, ton vélo s'envole et tu es carrément au-dessus de la ville. Donc, ils ont fait ce genre d'installations comme ça, qui sont des sortes de fantasmes de cette ville déserte comme utopie. Et là où je différerais de toi, c'est quand tu dis, c'est pas de la fiction, c'est construit. Je pense que ce sont des fictions construites. C'est-à-dire que, oui, mais je vais te donner, mais c'est vraiment des fictions par la construction, qui construisent de l'image et de la fiction. Oui, alors je répondrai à ça en disant que l'architecture, c'est toujours un récit. C'est toujours un récit. Dans fiction, c'est toujours un récit. Bon, Paris, c'est un récit. Vienne, c'est un récit. Bordeaux, c'est un récit architectural. 18e siècle, 19e siècle. Il y a la ville de Richelieu, il y a toujours une histoire racontée.
Donc là, cette histoire racontée, c'est une histoire du XXe siècle, avec plus d'informations qui arrivent de partout. Donc il y a aussi cette friabilité, à mon avis, de la couche communication, information, qu'on voit par exemple sur Ordos, l'opération connue par les architectes sous le nom Ordos 100. Ordos 100, c'est comme ça, moi, que j'ai connu Ordos dans des revues. On parlait d'Ordos 100. Il s'agissait d'un concours international qui consistait à demander à 100 architectes jeunes, internationaux, très important, on va pas prendre des vieux et nationaux, des jeunes internationaux, de construire chacun une maison de 1000 mètres carrés, dont le plan d'ensemble du lotissement, parce que c'était un lotissement très sommaire, était confié à Herzog et de Meuron, ainsi que le choix des architectes. Donc ça est très étudié depuis le pouvoir chinois, managé par un chef d'entreprise. C'est une entreprise privée qui fait ce concours. Il y a Ai Weiwei qui est dans le coup et qui demande à un architecte international, choisissez-nous de jeunes architectes internationaux. Donc pour avoir la garantie de publication, c'est évident qu'il a été publié. Bon, une fois à Ordos, on veut aller à cet endroit. On prend un taxi. Le taxi met la matinée pour trouver le lieu. Le lieu est très... Finalement, on le trouve. Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas les 100 maisons. Il y en a une dizaine ou une douzaine de construites. Elles sont toutes en ruine. C'est des maisons de 1000 mètres carrés. Énormes. Bon, voilà une opération qui a échoué. Donc, une opération médiatique, de médiatisation d'Ordos, de cette ampleur, qui peut se permettre d'échouer, nous oblige à définir d'autres catégories. Quel est cet entrepreneur, cette compagnie qui a pu faire un fiasco pareil? Elles sont détruites, les vitres sont brisées, les vitres ont été livrées, elles ont été construites, ces maisons. Elles sont dévastées, il n'y a pas de squatteurs, mais elles sont détruites. Donc on a le spectacle de ces... Là, tu as montré, toi, de grands édifices en déshérence. Là, ce sont ces maisons. Donc un échec, mais qui a été tellement publié. Il y a les maquettes qu'on peut voir, on peut aller le voir en maquette, donc on peut s'imaginer qu'il existe avec les maquettes dans le musée du site à côté. Donc voilà, c'est étrange. Je crois qu'il faut y regarder à deux fois avant de projeter nos schémas de lecture et laisser venir l'avenir. 4 ans enfin moi j'y vais 5 ou 6 ans après, tu parlais de durée de 4 ans, c'est rien du tout dans une histoire urbaine. Soyons sérieux, nos villes, les villes, même les villes américaines, même les villes coloniales, elles ont plusieurs siècles déjà. New York, dont laissons-leur 20 ans pour faire un diagnostic sur ces objets. Je pense qu'il y en a qui vont périr, qui ont déjà péri, qui ne sont pas rattrapables, mais on verra. Oui, ce qui est intéressant sur les 100 maisons, c'est est-ce que c'est un échec ou une réussite? Au final, ça a coûté très peu, et on a parlé d'Ordos dans tous les meilleurs magazines d'architecture pendant des années. C'est une réussite de communication. Ouais, c'est de la production d'images, mais qui est restée image. Et là où ça réussit doublement, c'est quand on fait de l'image construite, de la fiction construite, finalement. Mais c'est vrai que c'est une solution. C'est ce dont je parlais à Chengdu. Pourquoi on n'est pas allé à Chengdu? Il y avait un Hadid, mais merveilleux, hein, sublime. Il est, je crois, dans les préférés de Hadid sur Design. Vous savez, le blog d'architecture le plus populaire. Alors, c'est le site, le truc le plus regardé dans les 10 dernières années. Et il n'a jamais été construit. Mais c'est pas un échec, c'est une réussite. Tout le monde, maintenant, associe ça à Chengdu. C'est l'imagination architecturale que défendait Greg Lynn à la dernière Biennale de Venise. Il suffit de produire de l'image et vous améliorez l'objet. Et c'est vrai que quand on voit les images que présentait Ai Weiwei avec de l'eau, hein, en premier plan, et des bâtiments derrière, et qu'on voit le désert dans lequel c'était, il y avait de toute façon une entourloupe gigantesque dès le début là-dedans. Hein. C'est assez étonnant. Quand on revoit les films YouTube de présentation de l'époque, c'est assez stupéfiant. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est là dans la question de la politique de l'image. Reste-t-elle image? Arrive-t-elle à se construire? Et si elle arrive à se construire, bah, c'est une économie qui va avec, quoi. C'est la réussite des villes. Et c'est un peu le sentiment qu'on avait toujours avec Georges. C'est-à-dire qu'on arrivait dans des endroits qui hésitaient perpétuellement entre la réussite, entre le mythe qui avait pris, et au contraire, une espèce de décalage frappant qu'on voyait bien dans tes images entre les choses qui sont les bâches de chantier, toujours idéales, et le monde en chantier qui est derrière, quoi, totalement catastrophique. Et c'est vrai que Ordos, pour ça, est un bon exemple de Paris, et intéressant de ce point de vue-là.